Je vous propose de passer à la deuxième présentation. Donc, je vais inviter Mir Mostafavi de l'Université de Laval. Donc, Mir est professeur titulaire au département des sciences géomatiques de l'Université de Laval. Il est également chercheur au Centre de recherche en données et intelligence géospatiale et membre du RRECQ. Son expertise est dans le domaine de l'acquisition, de la structuration d'analyse et de la visualisation de données géospatiales. Donc, la présentation de Mir aujourd'hui vers un jumeau numérique géospatial au service de l'économie circulaire, le cas de valorisation des matières organiques. Parfait, merci. Bonjour, merci pour votre présence et merci pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter un peu aujourd'hui un projet qu'on a eu à l'Université de Laval, un projet multidisciplinaire qui s'appelait Optimo. Donc, je vais en parler un petit peu dans le contexte de gestion de matières organiques. Et ensuite, je vais enchaîner sur les plus récentes recherches qu'on est en train de faire sur les jumeaux numériques. Mais avant de ça, juste pour un peu compléter en termes de présentation, c'est sûr qu'on mène des activités de recherche très variées à l'Université de Laval. Dans mon cas, évidemment, en partie, je touche aussi plus spécifiquement sur la mobilité, mobilité et ville intelligente et un aspect plus spécifique en termes de mobilité inclusive. Donc, une grande partie de mes travaux sont plutôt, ça touche l'aspect humain. Donc, évidemment, dans une perspective de développement durable, ce n'est pas seulement l'environnement, et évidemment, c'est l'humain dans son environnement et comment on peut aider les personnes les plus démunies de la société, que les personnes avec des incapacités ou des personnes âgées, pour mieux utiliser, interagir notre environnement, que ce soit urbain ou d'autres. Donc, mais évidemment, le projet que je vais présenter, ça touche plutôt aujourd'hui l'environnement plus spécifiquement. Et donc, c'est ce qui nous a donné un peu le contexte pour travailler dans le projet Optimo. C'était une collaboration aussi multidisciplinaire qui a été mise en place avec le département de génie chimique, qui s'intéresse évidemment beaucoup en termes de traitement des matières organiques. Et le besoin de cette, disons, collaboration était venu du fait que, évidemment, une grande partie des données qu'il traiterait dans ce contexte-là, ça touche les données géospatiales et la manière qu'on les structure, on l'acquiert, on stocke, on structure pour éventuellement pour aider à la prise de décision dans ce contexte-là. Donc, si on regarde un peu la quantité de matières organiques qui sont produites par année dans le monde, donc ça, présentement, ça dépasse 2 milliards de tonnes par année. Et ça, il y a une perspective avec cette tendance de production de déchets. Ça peut atteindre à 3,4 milliards de tonnes par année en 2050. Quand on regarde un peu les statistiques à travers le monde, évidemment, autour de 60 à 70% de ces matières-là sont constituées de matières organiques. C'est le cas aussi au Québec. Donc, on parle de 60% de matières organiques sur 5,8 millions de tonnes par année qui sont produites au Québec. Donc, la manière le plus traditionnel, disons, de traiter les matières organiques, c'était comme des autres déchets aussi, de jeter ça dans l'environnement ou d'enfuir ça ou incinériser. Donc, en 2011, le gouvernement de Québec a mis de l'avant son politique québécoise de gestion des matières organiques. Et c'est là, l'idée, c'était de bannir l'enfouissement des matières organiques pour pouvoir justement encourager la réutilisation de ça, mais aussi permettre une meilleure protection de l'environnement et aussi d'avoir un environnement plus sain pour tout le monde. Si on regarde un peu plus spécifique au niveau de processus de gestion de matières organiques, évidemment,
c'est ce qui est une grande question, où c'est produit ces matières-là. Donc ça commence évidemment pour nous tous. En fait, on est très concernés à ça, chacun d'entre nous. Donc ça commence par la cuisine, dans nos cuisines. Et évidemment, donc dans l'ensemble, nos villes, nos municipalités sont des grands producteurs de matières organiques, mais plus spécifiquement aussi, si on sort de l'échelle de ménage, on arrive aussi au niveau industrie, au niveau des institutions comme une université, comme le local où on est ici. Donc, on peut aller dans les hôpitaux. Donc, évidemment, il y a une variété de matières organiques qui sont produites. Certaines sont peut-être plus faciles à traiter que d'autres parce qu'ils sont mêlés avec des matières dangereuses aussi. Donc, c'est ce qui limite aussi dans tout ce qui est les chaînes de traitement des matières organiques. Des fois, disons, la crainte que ces matières-là soient mêlées avec des matières dangereuses, comme c'est le cas des fois dans les hôpitaux. Donc ces matières-là, soit en partie sont traitées évidemment dans un situ, supposons certaines font de compostage à la maison ou à l'échelle de fermes ou des industries, mais naturellement, il y a une grande partie aussi qui sont collectées par des systèmes existants. Pour transporter, évidemment, ce transport-là, souvent, c'est pas optimal, ni le collecte, ni le transport, évidemment. Et ensuite, en termes de valorisation, c'est sûr qu'en partie, sont aussi soumis à la processus de compost par l'industrie, mais de plus en plus, on voit aussi la création des usines, des plantes qui permet de traiter ça de façon un peu plus industrielle et plus structurée. Mais c'est ce que la politique, disons, vient vraiment, disons, exiger, c'est de bannir l'enfouissement et de permettre le retour de ces matières-là à un cycle plus naturel de réutilisation. Donc là, dans un contexte d'économie circulaire, c'est ça qu'on encouragerait. Donc, présentement, évidemment, il y a des cas ou des exemples où on peut voir que, en partie, il y a une production de gaz de méthane qui est utilisée, supposons, soit dans le contexte de transport ou soit dans le contexte de génération d'électricité en utilisant le méthane. Et aussi, éventuellement, les digestats qui peuvent être produits pourraient être transportés dans les champs agricoles pour permettre fertiliser disons, les champs agricoles pour remplacer des produits plutôt chimiques. Donc, c'est ça qu'on veut encourager dans ce genre de, disons, chaîne de valeur. Et notre rôle en tant que géomaticien, évidemment, de produire des outils qui permettent d'optimiser cette chaîne-là et de permettre de prendre de bonnes décisions en termes de toute chaîne de valeur. Si on revient à l'effet qu'il y a maintenant de plus en plus des manières un peu plus structurées de traiter ces matières-là, on peut parler des usines de biométhanisation. Je dois ajouter que ce n'est pas mon expertise, donc je ne veux pas aller trop dans le détail de ça, mais évidemment, notre projet étant multidisciplinaire, on avait le privilège de travailler avec des collègues experts dans le domaine. Donc, eux, ils étaient évidemment plus concernés avec le traitement des matières dans l'usine, mais nous, plutôt, on s'occupait plutôt en termes d'optimisation de collecte, optimisation de transport et finalement, et distribution de ce qui est produit par les usines. Donc, dans ça, il y a vraiment beaucoup d'enjeux en termes de, évidemment, on est un peu en début de démarche. Donc, de plus en plus, on voit des usines comme les plus récentes, Ville de Québec,
à inaugurer son usine. Et en tant que citoyen, ça fait moins d'1 an qu'on a des sacs mauves dans nos maisons pour justement séparer à la source les matières organiques et le mettre dans les bacs pour que ça soit transporté à l'usine. Donc maintenant, si la question, c'est que quand on ajoute une usine, il faut poser la question comment on peut vraiment optimiser dans le sens de géolocalisation, de là notre rôle dans ce projet-là aussi. Donc, il y a vraiment de plus en plus des usines. Donc, les technologies qui sont dans ces usines-là sont différentes et les manières qu'on traite des matières, ça peut varier d'une usine à l'autre, dépendamment des types de matières qui vont être produites aussi. Et d'où ça vient la technologie? Est-ce que les coûts vaut la peine de l'amener dans certaines géolocalisations? Donc, les outils qu'on veut mettre en place devraient répondre à ce genre de questions. Donc, c'est dans ce contexte-là que pour améliorer la prise de décision plus intelligente, c'est nos outils géospatials qui peuvent intervenir, évidemment, toute expertise à ce niveau-là. Donc, l'objectif du projet Optimo, c'était justement de développer un outil qui était adapté au contexte de gestion des matières organiques et de pouvoir offrir des fonctionnalités d'un outil qui permet d'adresser différents aspects de chaîne de valeur de matières organiques. Pour la mise en place de cet outil-là, évidemment, il y avait des grandes questions à se poser, où on a réussi de développer certaines, disons, solutions pour et d'autres qui continuent d'être, évidemment, travaillées dans nos équipes de recherche. Au niveau des données géospatiales, c'est sûr que c'est des données génériques. Heureusement, ici au Québec, on a la chance de plus en plus d'avoir accès aux données, je dirais, de qualité et librement accessibles. Il y a beaucoup d'endroits où ce privilège-là, les gens n'ont pas, pour développer ce genre d'outils. Des données environnementales, évidemment, c'est ce qu'on parle de plus spécifiquement, c'est ce qui est l'objet de ce genre d'études, comme matière organique, eau usée, supposons la quantité d'émissions en fonction de traitement qu'on fait et l'énergie qui est utilisée pour ça. Et la question qui touche le transport plus spécifiquement en termes de réseau de collecte ou réseau de distribution, supposons si c'est vers les champs agricoles. Il y a des questions économiques au niveau de risque économique, supposons des questions qu'on poserait en termes de marché pour, supposons, ce qui est l'extrant d'éventuelles usines. Donc, comment on place les usines où il faut placer et les produits vont être transportés où? C'est qui vont utiliser ça? Donc, c'est des questions comme ça qu'il fallait aussi se poser pour pouvoir développer, évidemment, des critères qui seront mis en place dans l'outil de prise de décision. Donc, tout ce qui est les risques au niveau économique, technologique, il fallait adresser. Question sociale, comment un tel outil peut offrir aussi des outils qui permettent d'apporter des changements au niveau de comportement des gens. Est-ce que les gens vont accepter, supposons, avoir aussi une manière de traiter les matières organiques, une usine dans leur localité, supposons, est-ce qu'ils veulent avoir ça parce que ça amène aussi, ça affecte le transport, ça affecte plus aspect paysage en termes visuels, mais aussi d'autres ennuis comme tout simplement l'odeur qui pourrait être aussi ajoutée dans une localité où une usine comme ça est mise en place. Donc, il y avait aussi cet aspect acceptabilité sociale qui viendrait affecter finalement la prise de décision. Donc, ce n'est pas une question seulement de géolocalisation simple. Et aussi, comme je disais, il y a des dimensions technologiques. Quelle technologie pour
quel type de produit qu'il faut mettre en avant, dépendamment, supposons, les types de matières qu'on amène vers l'usine. Donc, ce genre de discussion, ce genre disons, de facteurs ou de perspectives ont été discutés à travers l'équipe multidisciplinaire qu'on avait. Il y avait des économistes, chimistes et évidemment géomaticiens qui étaient impliqués dans ça, plus des gens plus de l'industrie, des gens qui touchent dans leur quotidien à ce genre de problématiques. Donc, juste quelques exemples de fonctionnalités qu'on a pu développer dans la période, évidemment, du projet, et que le projet ne s'arrête pas là, évidemment, ça continue. Donc, première chose, de pouvoir donner une idée plus claire au niveau des matières organiques, où sont produites et quelle quantité. Évidemment, on peut aller plus loin de fouiller les données dans le sens de qualité de ces matières qui sont organisées. Donc là, c'est un exemple d'interface qu'on avait développé pour visualiser la quantité de produits de matières organiques. En termes de routage, donc comment on pouvait optimiser les routes de collecte. C'est ce que vous voyez ici, un peu, c'était plus évidemment l'accumul des matières, mais sauf ces matières-là sont pas, disons, à part certains endroits où il y a des centres de collecte, mais autrement, c'est vraiment rue par rue que les gens qui sont en charge de collecte vont faire pour amener les matières vers des usines. Donc, la question se posait comment il faut optimiser ces routes-là en considérant le temps qu'on a, supposons un camion avec certaines capacités qui doit aller parcourir les petites rues et que finalement se rendre à l'usine avant qu'il ferme dans la même journée. Parce que, évidemment, il y avait les concernations qu'on ne pouvait pas garder les matières dans le camion pour longtemps. Sinon, comme étant un outil de prise de décision, il y avait la question aussi de pouvoir donner à l'utilisateur une interface conviviale et une manière d'exploitation de bases de données qui était pas complexe. Donc là, nos étudiants ont travaillé à améliorer un petit peu ces aspects-là sans, supposons, exiger des expertises, des grandes expertises techniques dans l'exploitation de ce qui était dans la base de données. Un exemple supposons un scénario où on avait deux MRC où on devait voir la manière qui se fait actuellement le collecte et le transport de matières organiques, parce que souvent, il y a des raisons administratives qui font que tu ne peux pas le faire, disons, partager les coûts. Donc, chaque MRC fait son travail avec les compagnies qui vont choisir par rapport aux prix et que finalement vont faire ces allers-retours-là à chaque semaine vers l'usine. Donc là, en termes, supposons, des quantités de matière qui existaient dans ces deux MRC, donc il y avait deux disons, routes, ou quand je dis route, dans le sens que deux camions qui devaient chaque semaine servir pour ces régions-là pour ramasser les matières organiques, mais que dans un sens de scénarisation, donc en faisant une mutualisation des ressources, on amenait de couvrir les mêmes, disons, environnements avec moins de coûts si les deux MRC voulaient travailler ensemble. Est-ce que j'ai toujours 6 minutes ou je pourrais utiliser 5 minutes? OK. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Une autre question, une grande question, c'était, supposons, la question se posait pour l'usine de Québec et Rivière-du-Loup, dans le sens de capacité 100 000 tonnes, supposons, par année, d'où ça viendrait ces matières-là, parce que certaines usines, même si on investit beaucoup d'argent, ils vont travailler à 30-40% de leur capacité. Donc là, l'outil permettait d'aller chercher, choisir des localités pour voir comment on peut optimiser pour maximiser finalement l'utilisation. Le centre de transfert, supposons si on avait des matières liquides ou des digestats à transporter, comment on peut autant
considérer les enjeux de transport, mais aussi les enjeux de qualité de vie des chauffeurs pour pouvoir vraiment ramener ces gens-là chez eux tout en permettant d'amener les matières produites sur les soit champs agricoles ou des matières ou d'autres clients. Donc, ça m'amène vers un peu une transition d'un système d'aide à la décision qui est plus, je dirais, de type classique, mais évidemment, l'innovation, c'était au niveau d'adaptation des outils géospatiaux pour le contexte de gestion des matières organiques. Au cas où on parle de plus en plus des jumeaux numériques, évidemment, les jumeaux numériques peuvent exister sans qu'on passe nécessairement, on parle de l'espace, mais sauf, on parle de plus de 80% des données qui ont une composante géospatiale. Donc, l'espace et la modélisation de l'espace, ça joue un rôle important dans tout contexte qu'on veut offrir un outil d'aide à la décision de type jumeaux numérique. Donc, comment, depuis 2 ans que je suis membre de RRECQ, on promouvoit en fait l'idée de mettre en place une plateforme qui est multifonctionnelle, qui pourrait servir à la gestion et prise de décision dans différents contextes de suivi des produits, chaîne de valeur des produits, et de voir comment ce genre d'outils peuvent faire une différence en termes, donc on parlait de transition numérique, comment cette transition numérique pourrait permettre à des différents produits qu'on a dans notre vie, dans notre quotidien, pour pouvoir optimiser et non seulement optimiser leur usage, mais leur réutilisation et encourager la circularité. Juste quelques mots sur les jumeaux numériques. Donc là, on a un jumeau virtuel qui essaie d'imiter ce qui est réel, surtout avec la connexion à la réalité par des, évidemment, technologies de communication et les capteurs qui mesurent et qui nous informent de plus en plus. Il y a des processus comme des processus de génération de modèles. Évidemment, dans tout contexte, il faut considérer les spécificités de contexte pour pouvoir développer ces outils-là. Ensuite, la visualisation, la prédiction, ça en est des parties prenantes des services qui peuvent être offerts par un jumeau numérique. Et finalement, l'intervention qu'on veut faire dans l'environnement suite à une analyse au niveau virtuel. Cela, ça peut nous amener à offrir différentes possibilités pour encourager la circularité. Présentement, on a plusieurs groupes de discussion à travers le réseau en économie circulaire on parle de scénarisation. Donc, c'est un outil, un jumeau numérique pourrait être un outil par excellence en termes de génération de scénarisation. Ou on parle de prédiction, optimisation par l'IA ou d'autres types de modélisation. Et on parle d'analyse de flux de matière, donc AFM. En fait, dans ça, l'aspect échelle, l'aspect temps et l'aspect espace, pour résumer, ça devient important et que ce genre d'outils peuvent permettre une analyse plus détaillée de chaîne de valeur de chaque produit. Donc, à travers pour le développement de ce genre d'outils, c'est sûr que les données sont très, très variées, que ce soit des données tangibles que des données géospatiales plus facilement accessibles de plus en plus, je dirais, mais aussi des données non tangibles qui sont plus difficiles à disons, intégrer à des données tangibles. Et aussi tout ce qui entoure, en fait, disons, l'intégration, la protection de ces données-là et aussi l'aspect privé, parce que, supposons si on parlait de différentes entreprises qui ont des produits, ils veulent pas nécessairement aussi facilement partager les détails de leurs produits, d'où ça vient les matières
premières ou comment ils sont produites, avec qui ils font affaire. Donc ça devient plus difficile quand on parle de chaîne de valeur, de convaincre les gens de réunir et collaborer autour de ce genre d'outils. Alors, il faut offrir des solutions qui permettent qui encouragent les gens de travailler ensemble sans pour autant de se voir en risque ou perdre finalement la spécificité de leurs produits. Donc, pour arriver à ça, comme je disais, la dimension qui fait la différence avec les outils, c'est l'aspect connectivité avec la réalité. Donc ça, on parlait tout à l'heure avec la transition numérique, donc toutes sortes de capteurs qui nous permettent d'être connectés à l'environnement et de mesurer des données qui sont nécessaires, spécifiques du contexte, supposons dans le contexte de matière organique, mais aussi de pouvoir aussi de mener des calculs et des activités qui devraient porter sur ces données-là. Donc, si on regarde le contexte de matière organique, on voit de plus en plus, en fait, soit qu'on parle de transport intelligent, soit on parle de, je sais pas, bac de recyclage intelligent où il y a des capteurs qui sont intégrés, ou soit que si on parlait de biométhanisation encore, comment on contrôle les différents aspects d'optimisation au niveau de l'usine et aussi au niveau de agriculture intelligente. Donc, déjà, la technologie commence à être intégrée dans ce contexte-là. Donc, je n'irai pas dans le détail de mes projets actuels avec le réseau RRECQ qui touche les matières, disons, organiques et l'énergie. Donc là, pour donner une plateforme qui est commune, tout à l'heure on parlait d'optimisation dans un contexte, pourrait évidemment impacter d'autres parce qu'on parle vraiment d'une approche écosystémique. Donc, il faut, en ayant une plateforme commune, on pourrait peut-être encourager une optimisation qui a du sens, qui est en fonction aussi du contexte, d'autres contextes existants. Donc, pour conclure, évidemment, vous avez vu à travers la présentation, il y avait plusieurs éléments qui permet d'améliorer la circularité en utilisant ce genre d'outils d'aide à la décision, mais qu'il y a des limites. Si je voulais en nommer un, évidemment, en termes de disponibilité de données, en termes de partage de données et des enjeux en termes technologiques aussi, ça existe. Donc là, ça nous amène aussi vers des gestions plus exhaustives des données qui sont volumineux, qui sont produites. Évidemment, quand on parle de capteurs, on parle automatiquement de données massives et aussi de la variété de ces données-là dans le contexte économique circulaire qui nous amène à revoir un peu les méthodes et outils qu'on a actuellement pour innover dans le domaine. Donc, je vais arrêter ici et avec plaisir.